Bon, j'en reviens à cette jeune fille de 19 ans qui avait des difficultés en orthographe. Je l'ai rassurée en lui disant que c'était seulement une question de méthodologie. Les bases lui manquaient simplement, donc elle n'était pas dysorthographique. Bien entendu, j'ai tenu compte de son parcours, de son mal-être, ayant eu une dépression antérieurement. La laissant me tester, au début, ne se livrant pas, j'ai essayé, je l'ai mise en confiance, lui posant des questions sur son futur métier, sur différentes questions, et utilisant surtout toujours l'humour. Elle me parlait même d'un week-end qu'elle avait passé à Berlin. Alors, les progrès ont été rapides et je lui ai proposé, je l'ai mise au défi, qui est une motivation en plus, de me faire une dictée, qui est une dictée, fameuse dictée, plutôt une épreuve, la dictée de Prosper Mérimée. Napoléon d'ailleurs a fait 75 fautes, Alexandre Dumas fils 24, pour vous donner un petit peu, un académicien, Octave Feuillet 19, et un ambassadeur d'Autriche 3. Et cette jeune fille ne m'a fait que 24 fautes. Et je lui ai demandé si elle accepterait de me faire une lettre pour le congrès de MEMSA, ce qu'elle a accepté sur son parcours. Donc je vous lis la lettre. Dernier enfant d'une fratrie de 4 filles, j'ai toujours eu un caractère différent, difficilement remarquable par ceux qui m'entouraient, parce que la loi du plus bruyant est toujours la plus forte. Discrète, réservée et autonome sont les principaux traits de mon caractère, et ceux dès l'enfance. Sensible et angoissée peuvent aussi être employés, mais je crois que c'est plus dû à ma condition. Si l'on doit résumer, on peut dire que j'ai passé mon temps à cultiver une certaine différence, déjà par rapport à mes sœurs et ensuite par rapport à mes camarades de classe. Depuis toujours, on se doutait de mes capacités, sans pour autant se douter qu'elles seraient la cause de beaucoup de désagréments. Dès mon arrivée en maternelle, j'étais remarquée par mes professeurs et détestée par les autres. J'ai vite dû changer d'école à cause de cela. J'ai finalement pu avoir une scolarité tranquille jusqu'au CE2. J'avais de bonnes notes, des professeurs attentifs. Hélas, les classes suivantes ont pris en valeur, ont mis en exergue mon problème le plus important encore aujourd'hui, ma maladresse. J'avais du mal à courir, à monter les escaliers sans tomber, à jouer, mais aussi à découper, à écrire, à ne pas me tâcher, à faire des activités manuelles. La classe de CE2, dans mon cas, était orientée vers le sport et les travaux manuels. C'est ce qui marque le moment où l'on m'a mis mon manque de motivation en exergue et mon incapacité totale à créer de jolies choses. Le professeur avait dit à mes parents que je devais être retardée pour ne pas réussir à faire cela. On peut dire que c'est là que se trouve l'origine de mon manque de confiance en moi. C'est le premier professeur qui m'a considérée comme la dernière des débiles, entraînant avec elle les brimades de mes camarades. J'étais déjà solitaire, je devins haïe. Les tests montrèrent que j'étais précoce. Ma mère, trop heureuse, ne me changea pas d'école et alla placarder les résultats au visage du professeur et du directeur en demandant que les choses changent. On me mit alors dans la classe d'une gentille jeune femme qui réussit à me faire comprendre beaucoup de leçons, mais ne me redonna pas confiance. S'ensuivit une année chaotique avec un professeur qui, ayant été informé de mon cas, me salissait au point que mes parents furent enfin inquiets à mon sujet.
trop tard, j'étais précoce et on le savait. Aucune école ne voulait de moi. J'étais une enfant à problème. Je partais voir un psychiatre qui ne pouvait plus que constater les dégâts. Phobie scolaire, j'étais terrifiée. Je fermais la porte à tout contact. Je me défendais car la scolarité me répugnait. Vint le temps du collège, les professeurs fatigués, les élèves débiles, la 6e, la 5e et le début de la 4e ont été le théâtre de la détestation grandissante des professeurs à mon égard, des brimades de plus en plus violentes des autres. J'ai fini par me haïr, car je me sentais trop intelligente, je comprenais vite, je m'ennuyais, j'étais trop sensible, je souffrais. Plus je comprenais vite, plus je m'ennuyais. Je me suis donc défendue contre le système qui me menaçait. J'avais un comportement difficile. Je m'amusais à détruire le cours et le raisonnement du professeur, à l'aide de réflexions cinglantes. Je décidais de ne plus rien faire. C'est à ce moment-là que mes parents m'ont inscrite au CNED, qui sont des cours par correspondance. Là, je me suis débrouillée pour avoir de bonnes notes, en faisant le moins possible. Ma confiance en moi n'est pas remontée pour autant. J'ai fini par arriver tant bien que mal au lycée, où je me suis facilement adaptée. J'ai pu comprendre ce pourquoi j'étais faite. Le redoublement m'a permis de nouer de véritables liens avec mon entourage. Elle a donc été obligée de redoubler, c'est quand même malheureux. J'ai été plus courageuse et motivée. J'ai finalement eu mon bac et j'ai pu oublier ce système où l'on détruit les différences, en tout cas où on tente de les détruire. Le système scolaire actuel fait voir l'intelligence comme un handicap, en ce que l'enseignement ressemble à un bourrage de crâne. Il est répété et revomi. Il ne ressemble pas à de l'apprentissage. Pour vivre heureux, ne comprenons pas ce que l'on nous apprend. La seule chose que j'ai retenue, c'est que les adultes sont souvent désemparés face aux gens comme moi, et ils vivent mal que l'on soit plus intelligent qu'eux. On ne peut pas demander à un enfant de brider son intelligence et on ne peut pas éradiquer son libre arbitre, sa sensibilité. C'est pourtant ce que l'on fait aujourd'hui. Chaque vécu est différent, mais ce que nous avons en commun, c'est que nous aurions préféré ne pas naître précoce ou ne pas vivre précoce. Ce qui me rassure, c'est quand je croise le regard fin et profond commun à tous les précoces, je sais que nous avons tous notre talent, ce dans quoi on se réfugie, et qu'un jour on entendra notre musique, lire nos romans, regarder nos peintures, ou que sais-je. Ce sera notre cri, notre vengeance par rapport à ce système qui n'a pas fait l'effort de nous comprendre. La meilleure façon de montrer que la précocité n'est pas un handicap, que c'est seulement pour le système scolaire que ça l'est. Je trouve ces lettres très, très typiques, très émouvantes. Quand je l'ai lu moi-même, j'en avais encore des frissons, la chair de poule. Je rajoute d'ailleurs un sentiment de révolte. J'éprouve à chaque fois du ressentiment, de la douleur par rapport à certains. C'est une honte pour ceux qui, sachant, ne voulant savoir, n'agissant pas et voulant juger sans comprendre. Voilà donc le cas de cette jeune fille. Je passe à d'autres cas pratiques. J'ai une petite fille qui était en moyenne section de maternelle, ayant été testée précoce et présentant un retard de langage total, présentait également un vrai bégaiement, ne pas confondre avec le pseudo en rapport avec le retard de langage, mais étant comblé plus tard. Donc on peut parler de bégaiement à peu près vers l'âge de 6 ans, 5 ans. Le père, dans les antécédents familiaux, le père et l'oncle maternel, jumeaux homozygotes, présentaient également un bégaiement.
Que diraient certains sur cette cause? Bien sûr qu'il existe un terrain organique. Quant aux conséquences, ce sont les mêmes que pour les autres handicaps. Le retard de langage a été comblé avec une amélioration nette du bégaiement, et de plus, elle était en moyenne section, elle désirait un passage anticipé, les parents également, au CP, voulant absolument apprendre à lire. La psychologue scolaire a conclu en ces termes, ne doit pas passer, elle veut absolument faire plaisir à ses parents. Donc, encore autre, elle n'est pas mûre pour le CP. Encore autre aberration. J'ai eu également deux frères qui étaient dyslexiques, qui étaient en primaire, qui étaient dyslexiques, dysorthographiques, dysorthographie appréciable d'ailleurs, et de plus une hyperactivité. Comme on dit, la vraie notion de permanence, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle a été reconnue comme telle, on lui a donné un psychostimulant, on leur a donné un psychostimulant à tous les deux, et ils essayaient d'apprendre leurs leçons, comme l'on dit, les 4 fers en l'air sous la table. Les instituteurs, les institutrices n'en pouvaient plus, les parents également, il y a eu même conflit et divorce par la suite. Au bout de quelques temps, l'amélioration était nette, et la mère m'a dit un jour, j'ai l'impression d'avoir sorti du placard des enfants tout neufs. Et l'un des enfants a fait Sciences Po. Un autre présenté... Ah oui, pardon.